technologie. Bon, je suis plus proche de vous, en même temps, c'est plus intime. C'est plus convivial. Alors, bref aperçu de qu'est-ce qu'on retrouve dans la nouvelle édition du Guide des bonnes pratiques. C'est la 3e édition. Les premières éditions ont été publiées en 2000 et 2002. Le contenu est bien sûr similaire à ce que c'était avant. On parle encore de normes de bonnes pratiques. Elles sont maintenant organisées sous 12 normes. Les normes 1 à 7, dont je vais traiter aujourd'hui, sont les normes qui régissent vraiment l'organisation et la saine gestion de l'organisme. C'est des bonnes pratiques qu'on pourrait appliquer à d'autres milieux que la conservation. Donc, on ne vise pas particulièrement la conservation. Et ensuite, on a les normes 8 à 12 qui, elles, concernent spécifiquement les projets de conservation. D'ailleurs, la formation qui était donnée hier par le RMN concernait la norme 8 du guide. Donc, nouvelle organisation. On a également mis à jour des informations juridiques parce que depuis 2002, il y a quand même des nouveautés juridiques qui s'étaient passées, puis c'est important de faire la mise à jour. Fait qu'on a intégré la loi sur la conservation du patrimoine naturel, qui ne faisait pas partie de la dernière édition, et on a également intégré les modifications à la LQE visant à renforcer le respect. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler des sanctions administratives pécuniaires, l'augmentation des... en fait, le renforcement des sanctions pénales également de la loi. Donc, tout ça a été intégré dans la nouvelle version du guide. On a également donné des exemples québécois parce que le guide des bonnes pratiques qui est publié par le CQDE découle des bonnes pratiques américaines. Donc, au départ, on avait intégré beaucoup des exemples qui figuraient dans le guide américain. Et là, il nous reste encore quelques exemples américains, mais on a vraiment intégré beaucoup d'exemples qui nous ont été fournis par différents organismes de conservation québécois. Donc, c'est une autre nouveauté de la 3e édition. Et ce qui est bien commode, c'est qu'il est maintenant en format électronique. Donc, ceux qui étaient propriétaires des anciennes versions du guide, c'était une grosse brique là, imprimée dans un gros cartable. C'était pas très pratique. C'est maintenant un document qui est téléchargeable à partir du site du CQDE. Et là, c'est comme mon mini-bout pub. Là. Ce qui est le fun, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter tout le document au complet. Vous pouvez choisir une norme à la fois. Puis là, il y a un prix par norme. Fait que, mettons, vous dites, moi, je connais vraiment ça. La responsabilité des administrateurs, bien, payez pas pour la responsabilité des administrateurs, mais vous voulez avoir quelque chose sur, je sais pas, la mission, bien, vous pouvez acheter juste ça. Okay, vous pourrez aller examiner tout ça. La 3e édition du guide, la rédaction s'est terminée en mars dernier. C'est pour ça que j'avais été capable d'en faire un aperçu aux dernières éditions des ateliers. Mais on a un genre de lancement officiel très sobre aujourd'hui. Donc, lors du cocktail, je vais avoir avec moi mon iPad. Si vous voulez venir voir, regarder de quoi a l'air le guide, ça me fait plaisir de vous le montrer, de répondre à vos questions et tout. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Donc, commençons avec le premier sujet, l'équivalence. On entend, bon, il y a les normes et les bonnes pratiques du guide des bonnes pratiques du CQDE, mais on n'est pas les seuls à vous parler de normes et de bonnes pratiques. Il y a d'autres organismes également qui ont publié différentes normes. On parle de la Canadian Land Trust Association, la version américaine. On a également Imagine Canada qui, eux, publient des normes pas consacrées exclusivement au sujet de la conservation, mais pour tout organisme de bienfaisance ou à but non lucratif. Donc, comment qu'on se démêle là-dedans? C'est lesquelles les bonnes, c'est lesquelles les pas bonnes? Bien, il n'y en a pas de pas bonnes. Tout ça se recoupe et s'équivaut. Je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est juste le contexte dans lequel le guide des bonnes pratiques du CQDE a été rédigé pour la première fois. Donc, la première édition en 2000, à cette époque-là, au Québec, on n'en avait pas d'outils pour aider les organismes de conservation à se structurer. Donc, le meilleur exemple qui était disponible à l'époque était les normes américaines de la Land Trust Association. Donc, le CQDE s'est inspiré de ces normes-là pour produire la première édition du guide. Ensuite de ça, si on veut faire un mini comparatif, les normes de la Canadian Land Trust Association sont elles aussi inspirées des normes américaines. Fait que tout ça, dans le fond, communique et s'équivaut. On ne prétend pas avec le guide d'avoir la bonne recette. C'est à vous de regarder d'une norme à l'autre, d'une bonne pratique à l'autre, lesquelles sont appropriées à vos activités. Ce qu'on peut vous dire par contre, c'est que le guide des bonnes pratiques québécois est le seul adapté au contexte juridique québécois. Donc, si on parle d'équivalence, quelle est la distinction? La distinction qu'on peut faire, c'est ça, c'est
on va vous expliquer les lois et les règlements applicables en contexte québécois. Comme vous le savez, au Québec, on a le droit civil en matière de droit privé, donc ça ne se compare pas avec les juridictions canadiennes et américaines. Finalement, concernant les avantages à y adhérer, c'est certain qu'au niveau de la recherche de financement, le fait de pouvoir démontrer qu'on a des bonnes pratiques, des saines pratiques de gestion dans notre organisme, c'est aidant. Le CQDA n'est pas un organisme spécialisé en financement, donc je ne peux pas vous donner des conseils poussés sur la question. On a fait un rapide tour d'horizon pour se rendre compte qu'il y a plusieurs programmes de financement qui vont demander, dans les critères d'admissibilité, de démontrer la saine gestion, donc de soumettre, par exemple, les règlements de l'organisme, etc., etc. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas l'objectif de la présentation. Pardon, de la présentation. Du point de vue juridique, ce qui nous intéresse davantage, c'est le fait que la mise en place de bonnes pratiques peut vous permettre de contribuer du moins au maintien de votre statut légal. Donc, que vous soyez enregistré comme organisme sans but lucratif ou comme organisme de bienfaisance, le respect des obligations légales vont faire en sorte que vous pourrez maintenir ce statut-là. Parce qu'en cas de non-respect, que ce soit des déclarations annuelles qui ne sont pas nécessairement transmises ou autres règles juridiques qui ne sont pas respectées, il y a différentes sanctions qui peuvent s'appliquer. Ça peut être des sanctions pécuniaires qui peuvent faire en sorte de menacer la survie financière de l'organisme, et ça peut même aller jusqu'à la dissolution de l'organisme. Ça, bien sûr, c'est uniquement si on ne respecte pas les règles juridiques. Il y a une différence entre des règles juridiques, ce que la loi nous force à faire, et des bonnes pratiques, ce qu'on fait parce que les résultats ont démontré que c'était dans l'avantage de l'organisme. Toutefois, souvent, les bonnes pratiques vont nous aider à mettre en place les mécanismes qui vont faire en sorte qu'on ne va pas oublier des exigences légales et qu'on va bien les appliquer. Bon, comme je vous avais dit, j'allais passer rapidement sur ces sujets-là parce que le temps passe et je veux qu'on ait plus de temps pour discuter ensemble du contenu. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les 7 premières normes de façon très succincte. Je vais pas présenter la norme au grand complet, je vais seulement m'attarder sur les aspects de cette norme-là qui visent davantage des objectifs de suivi et de pérennité de l'organisme et dans la mise en place de la norme. Donc, la première norme du guide vise l'établissement de la mission. Et là, je trouve ça intéressant de faire un lien avec ce que Caroline nous a dit dans le mot d'ouverture, comme quoi c'est important de partir du pourquoi des valeurs et d'aller ensuite vers le quoi et le comment. La mission est vraiment au cœur, c'est la première étape dont on doit se doter lorsqu'on crée l'organisme de conservation. Là, ici, puisque c'est un cours 201, moi, je prends pour acquis que les organismes sont créés, là, les premières étapes, on les a accomplies, là, on est rendu aux étapes suivantes. Mais la mission, oui, on se dote d'une mission au début, mais c'est important de la réviser. Donc, dans notre objectif de suivi de pérennité, il faut souvent se reposer la question, est-ce que ce qu'on fait, c'est toujours en lien avec notre mission? Pourquoi? Parce que si, avec le temps, c'est un peu sournois, on peut ne pas s'en rendre compte tout de suite, mais si tranquillement, on est en train de prendre une autre tangente, puis là, de faire un petit peu évoluer nos activités et de s'éloigner de la mission, il y aurait éventuellement possibilité de remise en question de la légitimité, de la validité des actions, des projets que l'organisme a pris au motif que ce n'est plus en ligne avec la mission. Donc, par exemple, un membre de l'organisme ou un membre du conseil d'administration pourrait éventuellement soulever une objection en disant « Mais là, moi, je ne suis pas certain là, que ce projet-là, on doit aller de l'avant parce que c'est contraire à la mission », ce qui est un questionnement tout à fait valide, mais on n'a peut-être pas envie de s'enfarger là-dedans, là, puis là, de devoir entreprendre un grand débat. Donc, ce qui est recommandé à titre de bonne pratique, encore une fois, ce n'est pas la loi qui nous force à le faire, mais à titre de bonne pratique, c'est de revoir de manière régulière la mission dont on s'est doté et de se questionner, est-ce que cette mission-là correspond encore à nos activités? Il n'y a absolument aucun problème à faire évoluer sa mission. Ce n'est pas coulé dans le béton, la mission. On peut en rediscuter et la faire évoluer légèrement. De cette façon-là, on s'assure que les activités qu'on fait sont toujours conformes. Une façon de s'assurer que cette réflexion-là est entamée de façon régulière, c'est par la planification stratégique.
Donc, si on établit un calendrier, une régularité dans notre planification et qu'on se re-questionne, il faut s'assurer que dans le cadre de notre exercice de planification stratégique, on revisite justement notre mission. Puis on se dit, bon, mais les activités qui sont prévues, de quelle façon ils sont liés avec ma mission. Puis dans le document qu'on va publier là, de planification stratégique, bien, on peut justement en profiter pour refaire ce lien-là. Donc, quelle est la mission et de quelle façon les activités sont en lien avec elle. C'est ce que je vais vous dire sur la première norme. Ensuite, la deuxième norme du guide concerne les exigences relatives à la création et la gestion courante de l'organisme. Là, on rentre vraiment dans la poutine légale. Okay? La deuxième norme, elle est très longue, on a beaucoup de détails, on fait le tour de toutes sortes de lois. Il y a entre autres une très longue section sur les différentes étapes de création de l'organisme, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt, encore une fois, dans les stratégies de pérennité et de suivi. La première étant la prise de décision conforme aux exigences légales. Donc, comment je m'assure que lorsque mon organisme a différentes décisions à prendre, que ces décisions-là ne pourront pas par la suite être remises en question sur la base qu'ils n'ont pas respecté les conditions légales applicables à la prise de décision. Il y a une variété de décisions possibles que l'organisme peut prendre et ces décisions-là ne répondent pas toutes aux mêmes règles. Je vous ai reproduit dans la présentation des extraits d'un tableau qui est présent dans le guide et qui va détailler en fonction de l'action, de la décision que l'organisme doit prendre, quel est le pourcentage, en fait, quel est le forum dans lequel cette décision-là doit se prendre, quel est le pourcentage de voix qui doit se prononcer pour que la décision soit validement acceptée. Et vous avez également la référence juridique applicable. On est ici dans la loi sur les compagnies du Québec. Donc, on ne va pas toutes lire les lignes une par une, mais je peux vous sortir quelques exemples. Par exemple, j'aime bien comparer, en fait, les deux premiers items que vous voyez, c'est-à-dire le changement d'adresse du siège social sans qu'il y ait de changement à l'intérieur, sans qu'il y ait de changement à la localité. Donc, on change d'adresse, mais on reste dans la même localité, versus le changement de localité. Le changement d'adresse, il est très facile. Vous avez seulement qu'à aller au registraire des entreprises à modifier votre adresse. C'est pas plus compliqué. Toutefois, si vous voulez changer la localité, ça vous demande un changement à vos lettres patentes parce que la localité, vous l'avez indiqué dans vos lettres patentes. Donc, si ça change, il faut changer les lettres patentes. Là, tout d'un coup, ça devient un petit peu plus compliqué. Ça va nous prendre une assemblée générale spéciale, ça va nous prendre le 2/3 des voix, puis on peut se référer pour ça à l'article 37. Ce qui me mène à un petit conseil, le fun. Bon, là, on s'est déjà dit qu'ici, tous nos organismes étaient déjà créés, mais au moment de la création d'un organisme, dans les lettres patentes, ne mettez pas une adresse. Mettez juste une localité. Okay? C'est suffisant. Comme ça, si vous avez à déménager dans le futur, à l'intérieur de la même localité, vous n'avez pas à modifier vos lettres patentes. Par contre, si dans les lettres patentes, vous avez dit « Nous habitons au 123 rue des Marais », puis là, vous voulez déménager au 1234, ça prend de la grosse procédure juste pour le changement d'adresse. Donc, petit conseil comme ça, en passant. Puis-je vous interrompre? Avec plaisir. Oui. Alors, localité. Oui. Au sens de la loi, est-ce que ça peut être aussi grand qu'une MRC? Je pense qu'on parle de municipalité locale ici. OK. Mais je pourrais vous confirmer l'information. Moi, d'ailleurs, souvent, je n'ai pas la réponse tout de suite à la question, mais je me fais toujours un devoir d'y répondre par la suite. Donc, je verrai peut-être avec Véronique, avec l'organisation, quelle est la façon la plus efficace de transmettre des réponses que je n'aurai pas en cours de présentation, mais je vais les prendre en note. Mais mon meilleur guess, là, ça serait municipalité locale. OK, c'est bon. Je vais juste me prendre une petite note. Ben, c'est peut-être pointu, là aussi, mais c'est juste, tu sais... Mais tu sais, les avocats, on aime ça, les questions pointues. Donc, je poursuis avec le même type de tableau. Donc, on retrouve, par exemple, quoi faire pour destituer un administrateur. Là, ici, ça va dépendre. Est-ce que vous l'avez prévu dans vos lettres patentes? Et si oui, vous avez probablement indiqué la façon de le faire. Donc, il va falloir se référer aux lettres patentes et le faire conformément à ce qui avait été décidé. Je vous parle ici, j'insiste sur l'exemple de destitution des administrateurs parce je vais en reparler un petit peu plus tard. C'est comme un sujet qui n'est pas très sexy. On n'aime pas ça penser à l'éventualité où on devrait peut-être destituer un administrateur, mais c'est une pratique qui peut justement nous permettre de préserver, de faciliter du moins la pérennité de l'entreprise, excusez-moi, de l'organisme. Oui.
Ça serait plus dans les lettres patentes de la décision que dans les règlements d'organisme. Si vous l'avez prévu dans vos lettres patentes, on va se référer aux lettres patentes. Si ce n'est pas prévu dans les lettres patentes, à ce moment-là, on va le retrouver dans les règlements généraux. Bon, puis on a d'autres exemples que j'imagine que les présentations vont être disponibles, donc vous pourrez vous y référer. Oh là là, le temps passe très vite. D'accord. Ensuite, je poursuis toujours dans la norme 2, donc on est toujours dans les... Oui, s'il vous plaît. Désolée, j'avais une question pour ce qu'on vient de parler. Voulez-vous que je revienne à l'autre étape? OK. Mais dans le fond, est-ce que, selon vous, c'est mieux de mettre ce genre de décision-là de l'administrateur dans les lettres patentes ou de les conserver dans les règlements généraux? Le meilleur endroit, plus facilement. C'est sûr que de modifier les lettres patentes, la paperasse est un petit peu plus intense. Par contre, c'est une procédure qu'on met là-dedans. Donc, à moins qu'on décide de modifier la façon dont on destitue un administrateur, mais tant et aussi longtemps que vous procédez de la même façon et que vous respectez la procédure telle qu'elle est inscrite dans les lettres patentes, vous ne devriez pas avoir à la changer. C'est pas comme si d'un administrateur à l'autre, vous n'appliquez pas la même procédure, mais c'est certain que oui, dans les lettres patentes, c'est un petit peu plus complexe à faire la modification. Je pense même qu'il y a des... Je suis pas mal sûre que de demander des nouvelles lettres patentes va avoir des frais. Là. Fait que si on peut les éviter, c'est bon. Merci. Avec plaisir. Donc, toujours sur la norme 2, toujours sur les bonnes pratiques liées ici à la gestion courante, bien sûr, là, ça va de soi, il faut respecter les exigences légales applicables. Un élément que je remarque qui parfois est un peu méconnu, c'est que même si on est un organisme sans but lucratif, il faut faire une déclaration de revenus. On ne paiera pas d'impôt, mais il faut la faire. Puis ça, j'ai remarqué à travers différentes formations que j'ai données que souvent, les gens vont confondre le fait qu'on n'a pas d'impôt à payer puis on n'a pas de déclaration à faire. Donc, il faut quand même la faire. C'est une obligation légale, mais bien sûr, il n'y aura pas de revenus à déclarer puisque vous êtes un organisme sans but lucratif. Puis, il y a les autres déclarations légales qui s'appliquent. Un élément qui est important, puis que là, on sort de l'exigence légale, puis on rentre dans la bonne pratique, c'est une politique interne de gestion des dossiers. Je viens tout juste de vous donner quelques exemples de nombreuses déclarations qui doivent être faites, que ce soit les déclarations de revenus, les taxes, les déductions, les ci, les ça. Il y en a plusieurs. C'est possible de les oublier. Donc oui, on se fait des checklists, mais comment qu'on se démêle dans notre paperasse, la politique interne de gestion de dossier peut nous aider à faire tout ça. Donc dans cette politique-là, on va retrouver des normes relativement à la création des documents, relativement à leur conservation et leurs archivages et l'archivage. Donc, il y a certains documents qui doivent être conservés 5 ans, d'autres qui doivent être conservés 7 ans. Donc, si on a au même endroit les différentes normes de conservation, ça nous permet d'en avoir le cœur net et qu'il n'y ait pas de doute à ce sujet-là. Et finalement, lorsque la période de conservation d'un document est terminée, de quelle façon ce document-là est-il détruit? Un autre enjeu de conservation de documents, c'est de quelle façon on va conserver nos originaux versus nos copies. Ça ne sert à rien de se faire une copie de sauvegarde d'un document si on la garde au même endroit que l'original. Parce que là, si on passe au feu puis qu'on perd notre copie puis notre original, on n'est pas plus avancé. Fait que dans notre politique de gestion de la documentation, on peut entre autres prévoir les originaux vont être conservés dans un classeur situé au siège social de versus les copies seront conservées chez le membre du conseil d'administration, etc. Petit conseil en passant, si vous conservez des documents chez un individu, donc un membre de votre conseil d'administration par exemple, assurez-vous, puis ça on l'inclut aussi dans notre politique de gestion de la documentation, assurez-vous d'avoir une entente avec cette personne-là qui dit que vous avez accès, de quelle façon vous allez avoir accès aux documents. Hein, s'il y a des originaux qui sont conservés chez quelqu'un, on veut quand même que l'organisme puisse assez facilement avoir accès à ces documents-là, donc il ne faut pas négliger ça. Un autre élément qui est important, qui est utile du point de vue de la gestion documentaire, puis là, je mets plus mon chapeau d'avocate, moins le gestionnaire d'organisme, c'est en cas de pépin légal. On ne le souhaite pas, mais advenant le cas où l'organisme ferait l'objet d'une poursuite pour un ensemble de raisons que ce soit, vous allez devoir documenter votre cas. Vous allez devoir dire, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça. Puis là, si vous devez courailler à gauche, à droite pour essayer de rassembler toute la documentation pertinente, ça vous complique un petit peu la vie. Donc, le fait d'avoir une bonne gestion documentaire et de savoir où tout ça se trouve peut mieux vous préparer dans l'éventualité d'une poursuite.
C'est également utile en cas de changement dans votre personnel ou dans vos bénévoles. Si, par exemple, au sein de votre organisme, la personne qui s'occupe de classer les dossiers, c'est un stagiaire ou une stagiaire qui est renouvelé chaque année, qui est là pour 1 an ou quoi que ce soit, bien, au moins, on peut transmettre la politique et dire, ici, c'est comme ça que ça se fait, le classement. Fait qu'on a une seule méthode de classement qui se répète et l'information se communique aisément d'une personne à l'autre. Norme 3, responsabilité des administrateurs. Là, j'en aurais pendant des heures à vous parler de ça. C'est un cours en soi. Je veux seulement insister sur certains points. La responsabilité des administrateurs est appuyée par des exigences légales. Dans le Code civil du Québec, on impose à l'administrateur un devoir de prudence et de diligence ainsi que de loyauté et d'honnêteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est important de bien communiquer aux administrateurs, aux nouveaux administrateurs que vous recrutez, quels sont leurs devoirs, leurs responsabilités, puis de faire comprendre que c'est pas juste pour être gentil, là. Il y a une base, il y a un fondement légal à tout ça. Si je vous donne un exemple, le devoir de diligence, par exemple, de l'administrateur, va, entre autres, lui demander d'être bien renseigné, d'être présent aux rencontres du CA, de s'informer sur les différents sujets et de participer à la prise de décision. Si jamais il n'est pas d'accord avec une décision, de marquer sa dissidence, parce qu'on pourrait éventuellement, s'il n'a pas été diligent, il s'est mal renseigné, il n'est pas vraiment allé aux rencontres, il n'a pas marqué sa distance à une décision et que cette décision-là s'avère fâcheuse pour l'organisme. Habituellement, les administrateurs ne sont pas personnellement responsables. On n'ira pas fouiller dans leur poche pour sortir de l'argent si jamais une de leurs décisions s'avère fâcheuse. Si toutefois on arrive à démontrer que dans la prise de décision, l'administrateur n'a pas correctement respecté son devoir de diligence, il n'a pas bien fait son travail, ben oui, à ce moment-là, il y aurait peut-être une possibilité d'aller chercher dans la poche. Imaginons un cas où la décision du conseil d'administration va entraîner une perte financière pour l'organisme. Ça arrive, hein, on n'est pas parfait. Perte financière pour l'organisme. Il pourrait avoir un membre de l'organisme qui, au nom de l'organisme, intente une poursuite contre un administrateur qu'on aurait jugé non diligent dans sa prise de décision, en disant, bien, étant donné que cet administrateur-là n'a pas respecté son devoir légal de diligence, il y a une mauvaise décision qui a été prise et il y a une perte financière qui en a résulté pour l'organisme. Donc, moi, je veux que l'administrateur rembourse à l'organisme la perte qu'il lui a occasionnée. C'est très rare, mais légalement, c'est possible. Donc, les différents devoirs légaux de l'administrateur ont quand même des conséquences concrètes possibles. Donc, je le disais, la façon numéro 1 de s'assurer que l'administrateur remplit bien son devoir, c'est de s'assurer d'une participation aux activités du conseil d'administration, donc de se renseigner, de participer aux diverses rencontres, de participer à la prise de décision. Et si, en tant qu'administrateur, je présume qu'il y a beaucoup d'administrateurs dans la salle, si vous n'êtes pas d'accord avec une décision qui est prise, de manifester votre dissidence afin que ce soit écrit au procès verbal. Donc, on va bien savoir que vous n'avez pas pris part à telle ou telle décision. Et c'est là que je ramène la question de la destitution des administrateurs que j'avais mentionné un peu plus tôt en vous disant que j'y reviendrai. Dans cette optique-là, où on souhaite que notre conseil d'administration soit actif, participatif, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui fait un petit peu d'absentéisme, un administrateur qui est moins présent, qui est moins participatif? C'est toujours un petit peu malaisant comme situation. On ne sait pas trop comment aborder la question avec la personne. L'idéal, c'est d'avoir déjà établi d'avance qu'est-ce qu'on va faire si la situation se produit. Donc, plutôt que de patiner un peu et de dire, ben, tu sais, ça fait 4 rencontres que tu manques, on peut faire référence à un document ou une politique et dire, tu sais, on a notre politique de participation, Fait qu'on peut avoir déjà décidé, par exemple, que si une personne, ça fait 4 réunions qu'elle manque, ben, elle va être destituée. Puis là, vous me dites, ah, mais mettons qu'elle a vraiment des bonnes raisons. C'est vrai, elle peut avoir d'excellentes raisons, mais elle n'était quand même pas là. Tu sais, dans les faits, on n'est pas en train de blâmer la personne pour un comportement répréhensible. Là, c'est peut-être une raison de maladie, c'est peut-être des raisons personnelles, peu importe.
Mais le fait que la personne s'absente des rencontres fait en sorte qu'il ou elle ne peut pas correctement remplir son devoir au sein du conseil d'administration. Donc, en ayant des règles qui sont établies d'avance, qui sont claires, qui sont objectives, ça nous permet de ressortir ces règles-là puis de dire, tu sais, nous, après 3 absences, après 4 absences, on va procéder à la destitution. Pour ce qui est quelques mots sur les pouvoirs délégués, donc c'est également la responsabilité du CA de s'assurer que les pouvoirs qu'il délègue sont correctement exercés et sont bien supervisés. Qu'est-ce qu'on entend par supervision? Bien, c'est sûr que le but de déléguer des pouvoirs, c'est que le CA travaille un petit peu moins. C'est d'alléger la tâche. Donc, par supervision, on n'entend pas de regarder par-dessus l'épaule de notre comité puis de tout vérifier le travail parce que là, on se retrouve à travailler autant. La supervision, c'est d'avoir en place des mécanismes de communication qui sont établis, que les gens connaissent et qu'on sait de quelle façon les différents comités ou les différents responsables vont remonter l'information au CA sur les tâches qui leur sont confiées. De cette façon-là, le CA peut demeurer au courant du travail accompli par les différents comités. Donc, supervision, communication, est-ce qu'on fait des petits rapports réguliers? Vous pouvez l'établir. Ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, mais d'établir des canaux de communication. Je vais m'arrêter à ça pour la responsabilité des administrateurs pour ne pas manquer de temps. Ensuite, les conflits d'intérêts. On est à la norme 4, prévention des conflits d'intérêts. Ici aussi, on s'appuie sur des exigences légales, mais dans les bonnes pratiques, on propose d'aller plus loin. À travers les bonnes pratiques, on peut justement aller plus loin que ce que la loi nous demande. Je vais faire une espèce de petit sondage là, pour vous faire participer un petit peu. Donc, si on y va par levée de main, par exemple, selon vous, si une personne sur le conseil d'administration se retrouve en conflit d'intérêts, est-ce qu'elle a le droit de voter sur la question qui est à la base de son conflit d'intérêts? Donc, si par exemple, l'organisme cherche à acquérir un nouveau terrain et que ça s'adonne que ce terrain-là appartient à la cousine d'un membre du conseil d'administration, est-ce que ce membre peut voter sur la question? Donc, ceux qui pensent que oui, levez la main. Question de droit ou question de Oui, vous m'avez précisé. Donc, effectivement, ça dépend. Question légale ou question bonne pratique? Légalement, puis ça va peut-être vous surprendre, les membres du conseil d'administration, les administrateurs, ont le droit de voter sur des questions pour lesquelles ils sont en conflit d'intérêts. La seule chose que nous demande le Code civil, c'est de dénoncer le conflit, donc de le dire. Donc, je suis sur le conseil d'administration, on propose le sujet « Va-t-on acheter la propriété de Madame X ?» et je dis « Ah, j'aimerais vous aviser, Madame X, c'est ma cousine. » Légalement parlant, j'ai rempli mon devoir, je n'ai pas besoin d'aller plus loin et je pourrais voter. Je suis certaine que vous avez un petit malaise, puis moi aussi. Donc, souvent, dans les bonnes pratiques, on va dire également que le membre du conseil d'administration va s'abstenir de voter sur la question qui met en jeu son conflit d'intérêts. C'est très, très fréquent de le voir parmi les procédures internes d'un organisme. On peut même aller un peu plus loin, puis on peut même demander à cet administrateur-là de quitter la salle au moment de la discussion. Comme ça, les gens ne se sentiront pas gênés de dire qu'ils ont peut-être des doutes ou quoi que ce soit. C'est bon. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut prévoir dans notre politique sur les conflits d'intérêts. C'est-à-dire, nous, on va aller un petit peu plus loin. On va dire que l'administrateur ne vote pas, et que l'administrateur doit même quitter la salle au moment de la discussion pour pas que les gens soient mal à l'aise. Il y a également des procédures qu'on peut mettre en place d'avance pour essayer de les prévenir, ces conflits d'intérêts-là. Dépendamment de la mission et des actions de l'organisme, on peut déjà avoir identifié certaines catégories de personnes qui sont peut-être un peu plus à risque de présenter des conflits d'intérêts. Un agent immobilier, si vous faites de l'acquisition de terrain, peut-être, ça peut vous être très utile, mais ça peut aussi faire en sorte de générer un peu plus de situations de conflit. Je ne suis pas en train de vous dire excluez-les tous, mais posez-vous la question d'avance. Posez-vous la question d'avance. Quelqu'un qui travaille au conseil municipal, quelqu'un, tu sais, je pense que vous êtes capable de voir un peu, c'est qui les intervenants avec lesquels vous avez des chances d'avoir un peu plus de relations, puis juste de vous dire, des fois, la proximité avec votre activité peut être une arme à double tranchant.
Donc, posez-vous les questions d'avance. Puis bien sûr, tu sais, je veux dire, une bonne règle, c'est une règle qui est souple dans son application. Donc, c'est pas parce qu'on s'est dit on va jamais prendre d'agent immobilier qu'on peut pas faire des petites exceptions si elles sont justifiées et qu'on les justifie. La norme 5 touche quant à elle les activités de financement. Je m'y connais peu en financement, donc je ne vais pas prétendre pouvoir vous donner de très fins conseils sur la chose. Le point sur lequel je veux insister, c'est l'importance d'éviter les fausses représentations par rapport au financement. Donc, de bien déclarer, que ce soit au moment où vous recherchez votre financement, donc dans les déclarations que vous faites à ce moment-là. Des fois, on va tenter de se mettre en valeur, c'est normal, hein, pour démontrer la crédibilité de l'organisme et dire, nous, on a accompli telle chose, on a accompli telle chose, aidez-nous à poursuivre notre mission, donnez-nous de l'argent. Donc, bien important, bien entendu, dans les déclarations qu'on va faire à ce moment-là au sujet de l'organisme d'être transparent et intègre, donc ne pas gonfler nos affaires, c'est normal, mais également d'être conséquent dans l'usage qu'on dit qu'on va faire de l'argent. Donc, nous collectons, nous faisons levée de fonds, c'est un anglicisme, nous faisons une campagne de financement pour l'acquisition d'un terrain X. Bien, il faut s'assurer que l'argent qui va être utilisé, qui va être reçu, va effectivement être utilisé pour les fins. Qu'est-ce qui arrive, par contre, si on n'en reçoit pas assez ou plus? Parce que là, on avait dit, donnez-nous 100 000 $, on va acheter un terrain. Finalement, on en a juste 80 000. On est comme, c'est le fun, on a 80 000, tu sais. On ne peut pas acheter le terrain qu'on avait dit ou on en reçoit 120 000. Bien, ça aussi, prévoyez-le d'avance. Donc, quand vous faites votre communication en disant, nous, on recherche un tel montant d'argent pour acheter le terrain, dites déjà, si jamais le montant n'est pas atteint, on a un projet plan B. On a un projet intermédiaire qui est celui-là. C'est possible. Ou tout simplement, les dons ne seront pas utilisés tant qu'on n'aura pas atteint l'objectif. Ou quoi faire avec les surplus. Donc, si on a des surplus, bien oui, on va faire notre projet plan A, on va faire l'acquisition du terrain, mais on va consacrer le surplus à aller au fonds d'intendance, par exemple, ou autre chose. De cette façon-là, on a déjà déclaré à l'avance l'utilisation des fonds et on ne peut pas se faire reprocher après un manque de transparence ou un manque d'éthique en ce qui concerne notre recherche de financement. On est toujours dans de la finance, donc encore une fois, on est à la limite de mes connaissances. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, gestion financière, conseiller un expert, consulter un expert en la matière, obtenez les conseils d'une personne compétente, que ce soit quelqu'un qui est sur votre CA, par exemple, et ne vous mêlez pas trop, ne vous interférez pas trop en tant que conseil d'administration dans le travail d'expert que cette personne-là fait. Budget annuel, comptabilité conforme, ça, votre spécialiste va s'assurer que tout ça soit fait correctement. Fonds d'urgence et d'intendance, vous êtes très familier avec le concept, donc je n'ai pas besoin de vous donner de détails. Là où je veux vous parler un peu plus en détail, je retombe dans mon champ de compétences, c'est la gestion des risques liés à la responsabilité légale et les assurances. Les risques légaux entraînent de grands risques financiers. Si on est pris dans un bourbier légal, il y a des conséquences financières à ça. Il va falloir peut-être se payer un avocat pour nous aider à nous démêler. Puis dans le cas malheureux où on aurait une poursuite contre nous qu'on perdrait, mais il y a aussi là des impacts financiers importants. Une façon de se prémunir contre ces risques-là, bon, bien sûr, c'est de prendre des assurances de responsabilité civile, par exemple, mais également d'identifier quels sont les risques légaux auxquels notre organisme est exposé. Puis là, ça va dépendre des activités de l'organisme. Donc, il y a moyen de se faire une espèce de petit remue-ménage. Donc, en fonction de nos activités, là, imaginez-vous des scénarios catastrophes. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que nous, on a des terrains avec des sentiers puis des petits postes d'observation que le public peut utiliser? OK. Bon, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un se blesse? Qu'est-ce qui arrive si un membre du public qui circule sur une de nos propriétés a un accident? La petite passerelle sur laquelle on peut monter s'effondre. Tu sais, tout ça. Fait que là, on pense à ça. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Quels sont les risques d'encourir une poursuite? Et après, on trouve des façons d'atténuer, de mitiger ces risques-là. Petite question quiz, encore une fois. Si je fais signer à mes visiteurs le disclaimer, tu sais, la feuille à vos risques et périls, nous ne serons pas responsables d'aucun risque corporel, matériel, blessure, mort,
mutilation qui pourrait... est-ce que c'est valide? Est-ce que ça me protège? Non, ça ne me protège pas. La distinction, là, en fait, des exclusions de responsabilité comme ça, c'est valide à l'égard des dommages matériels seulement. Okay? Il y a une règle dans le Code civil qui dit qu'on ne peut pas exclure notre responsabilité pour un préjudice corporel. Donc, si vous avez Madame Chose qui vient marcher sur votre sentier, vous lui avez fait signer une exclusion de responsabilité avant en disant « Nous ne sommes pas responsables des dommages matériels et corporels dus à votre promenade. » Et là, Madame Chose trébuche, tombe dans un trou, se casse une jambe et déchire ses jeans. Okay? Ses jeans qui avaient coûté bien cher. Étant donné l'exclusion de responsabilité que vous lui avez fait signer, vous n'êtes pas obligé de rembourser ces jeans qu'elle a déchirés. Parce que ça, c'est un dommage matériel, donc votre exclusion de responsabilité pour un dommage matériel, elle est valide. Ça va. Par contre, la loi vous dit, vous n'avez pas le droit d'exclure votre responsabilité pour un dommage corporel. Donc, Madame Chose qui s'est cassé la jambe, si elle est capable de démontrer qu'elle a des pertes par rapport à ça, peut vous faire une réclamation. Et le fait qu'elle ait signé son exclusion, ça ne vaut pas. Dans la mesure où vous avez été négligent, ça se peut qu'elle ait juste tombé. Tu sais, que c'est juste un accident, que vos sentiers étaient très bien entretenus, que vous l'avez avisé du risque d'avance. Si vous lui avez déjà dit, vous savez, c'est un terrain qui est un petit peu accidenté, donc Fait que si vous avez été raisonnable et diligent dans votre gestion de votre site, que vous n'avez commis aucune faute, on ne peut rien vous reprocher. C'est pas parce que quelqu'un se blesse chez vous que nécessairement vous êtes responsable. Encore faut-il que vous ayez été négligent. Encore faut-il que vous ayez été fautif d'une certaine façon, qu'on puisse vous reprocher quelque chose. Donc, on vous reprocherait, par exemple, un mauvais entretien du sentier, de ne pas avoir averti une personne dont la condition physique est un peu affectée, de ne pas avoir dit, ce sentier-là, c'est un peu sportif, il faut quand même, c'est pas n'importe qui peut le faire. Fait que dans la mesure où vous êtes diligent, c'est une autre façon, bien sûr, de se prémunir contre un risque de poursuite. Oui? Donc, quelqu'un qui monte une montée régime avec des talons hauts, ça va être plus difficile, finalement, de venir contre l'organisme. Oui. Mais il y a un autre concept en droit qui est la faute contributive de la victime. Donc, si la victime, elle aussi, elle a été négligente dans sa façon d'approcher la situation, on peut reprocher à la victime sa propre négligence, de dire, vous êtes un petit peu mis dans le pétrin vous-même. Mais c'est sûr qu'après, on pourrait vous dire, mais avez-vous avisé vos visiteurs que c'est important d'avoir des chaussures appropriées? Ça va dans les deux côtés. Oui? Est-ce que c'est valable, même si le site n'est pas officiellement ouvert au public? Pourtant, moi, j'ai un terrain, je n'ai jamais dit aux gens qui pouvaient venir, c'est mon terrain à moi. Quelqu'un vient pareil, puis se pète une jambe. Est-ce que je suis quand même responsable? Bien, c'est chez vous, puis là où on pourrait... en droit, c'est jamais noir ou blanc, hein, ça dépend toujours des circonstances. Moi, ce que je vous dirais dans une situation comme ça, les circonstances qu'il faudrait regarder, c'est avez-vous été prudent et diligent dans la garde et la supervision de votre terrain? Donc, si vous savez, par exemple, puis là, c'est tout du cas par cas. Si vous savez, par exemple, que votre terrain est facilement accessible, qu'il y a un sentier qui passe juste à côté, puis que c'est très susceptible, c'est très possible que quelqu'un qui passe par ce sentier-là aboutisse sur votre terrain, peut-être même sans le savoir, puis que vous n'avez pas mis de pancarte en disant « terrain privé, attention, attention ». Fait que, on va examiner votre comportement en fonction des circonstances de la chose. Vous, en tant que propriétaire d'un terrain privé, vous avez quand même un certain devoir de regarder votre terrain, puis de vous assurer qu'il n'y a pas des accès super faciles à n'importe qui. Si c'est un terrain sur lequel il y a des risques plus importants, mettons sur votre terrain, il y a une falaise, bien là, nécessairement, votre niveau de diligence devrait être un petit peu plus élevé. Là. Vous savez qu'il y a un risque que quelqu'un, je ne sais pas s'il y a des jeunes en soirée qui viennent marcher là-dessus, puis qui tombent en bas. Vous êtes conscient de ça, donc vous devez vous prémunir contre les risques. Fait que c'est variable en fonction des circonstances. Mais oui, votre responsabilité peut être retenue, même si cette personne-là est entrée sans que vous l'invitiez là, à entrer. Oui, monsieur d'abord, puis je vais aller à vous ensuite. Moi, j'avais la même question, mais oui. je voulais juste ajouter quelque chose. Oui. Si vous avez mis une pancarte, c'est la même chose. Là. Vous êtes propriétaire privé, vous n'êtes pas ouvert. Oui. Vous avez mis une pancarte, mais les gens y entrent, qui arrivent chez vous par un terrain voisin. Oui. Puis lui, il s'en est toujours foutu de laisser passer tout le monde. Ce voisin-là peut être un propriétaire privé, il pourrait être aussi une municipalité.
vous portez plainte verbalement, vous insistez, hey, tu fais quelque chose, mais il ne Oui. faut jamais rien. Oui. Est-ce que leur responsabilité aussi, dans cas d'accident chez vous, peut être estimée? Dans un scénario comme celui-là, je pense qu'on pourrait facilement avoir une responsabilité contributive. Pour un même préjudice, c'est possible que la responsabilité de plusieurs acteurs soit retenue. Tu sais, de dire, par exemple, vous pourriez mettre en preuve toutes les mesures que vous avez prises pour être diligent. Dire, moi, là, je pouvais difficilement faire plus que ça. J'ai répété, j'ai dit, j'ai mis des pancartes, j'ai mis des clôtures, j'ai mis ta. Et donc, ce serait, encore une fois, c'est du cas par cas. Dans une situation comme celle-là, le juge analyserait la situation. Mais oui, tout à fait, on pourrait dire que la négligence de votre voisin, malgré des avertissements répétés, est à la source de, ou contribue au préjudice que la personne a subi. Peut-être qu'on ne retiendrait pas une responsabilité à 100% de la part de votre voisin, parce que l'accident serait néanmoins arrivé chez vous, tu sais. Mais oui, c'est possible que pour une même situation, on puisse retenir la responsabilité de différentes personnes et si on se rend devant le juge peut même allouer des pourcentages de responsabilité selon les circonstances. Donc, dire, ben, monsieur un tel, ça va être 30% de responsabilité, puis madame une chose, ça va être 70%, puis il va y avoir une faute contributive de la victime aussi, qui malgré les pancartes est rentrée par... Fait que, tout ça peut être alloué, là, mais c'est du cas par cas. Oui? Ça veut dire que nécessairement, on est obligé de mettre des affiches pour indiquer aux gens les risques qui peuvent encourir s'ils vont sur le terrain. C'est une bonne pratique. Oui. C'est presque obligatoire, d'après ce que vous dites. Mais ça dépend de l'accessibilité de votre terrain. Si vous êtes dans un contexte où votre terrain est facilement accessible, puis vous avez eu des expériences de personnes qui entrent sur votre terrain, je vous le recommande fortement. Oui. Et la dernière norme dont je voulais vous parler aujourd'hui, la norme 7, qui concerne le personnel, les consultants et les bénévoles. Encore une fois, puis là, vous commencez à comprendre un peu le pattern. Là. Les bonnes pratiques, c'est d'adopter des politiques sur le sujet. Donc, de documenter quelles sont les procédures applicables à la gestion du personnel, à la gestion des bénévoles, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit au niveau des sanctions disciplinaires qui pourraient s'appliquer si jamais là, le personnel ou le bénévole ne se comporte pas conformément au code d'éthique de l'organisme, par exemple. Donc, vous pouvez tout avoir prévu ça. Le point sur lequel je veux insister ici, c'est l'importance de ne pas sous-estimer l'encadrement des bénévoles. C'est pas parce qu'ils ne sont pas employés qu'on peut les prendre comme un peu plus... je m'excuse, je remarque que je regarde rarement les gens de ce côté-là, qu'on peut les prendre un peu plus à la légère. Un bénévole, tout comme un employé, peut engager la responsabilité légale de l'organisme. Donc, si vous employez des gens et que ces personnes-là, dans le cadre de leur travail, commettent une faute et causent un préjudice, c'est l'employeur qui va être responsable de réparer le dommage causé par son employé. Donc, cas fictif, vous êtes un organisme avec plein de budget, vous avez une équipe d'employés qui sont dépêchés sur un terrain parce que faut aller arracher des espèces exotiques envahissantes. Admettons. Alors là, votre équipe d'employés se met à l'ouvrage, arrache, puis là, finalement, puis il y a quelqu'un là-dedans qui, il se trompe, puis là, il arrache une plante qui ressemble bien gros, mais dans le fond, c'est une plante ornementale qui est arrachée sur le terrain de la madame. Fait que là, la madame n'est pas contente, elle dit là, moi, je veux 500$ pour réparer ça. OK? Donc, c'est vos employés qui ont commis l'erreur, ce sera à vous de réparer le préjudice subi par la madame. La même règle s'applique si ce sont vos bénévoles qui le font. Okay? Donc, à cet égard-là, il n'y a pas de distinction entre bénévoles et employés. Dans les deux cas, puisque ce sont des gens à qui vous avez donné des instructions qui agissent en votre nom, vous êtes responsable des fautes qu'ils pourraient commettre dans le cadre de leurs activités. Donc, l'encadrement des bénévoles est tout aussi important que l'encadrement du personnel pour bien établir la façon de travailler. Il nous reste quelques minutes pour le petit aperçu que je voulais vous donner de la modernisation du règlement sur les habitats fauniques. Donc, c'est un projet qui est en cours présentement au ministère Forêt, Faune et Parcs. On est aux toutes premières étapes, donc le ministère est encore dans la réflexion des grandes orientations de la modification du règlement. Le CQDA a été invité à participer à une rencontre d'information, donc c'est ces informations-là que je vous partage aujourd'hui. Ce ne sont pas des informations privées, donc je vous les partage en toute transparence et intégrité. Donc,
Bien rapidement, là, le règlement sur les habitats fauniques, c'est un règlement qui sert à appliquer la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Dans la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, on a une interdiction qu'on retrouve à l'article 128.6 qui dit qu'il est interdit de faire dans un habitat faunique une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat. Donc, si on envisage de faire une telle activité qui règle générale est interdite, on doit obtenir un permis pour le faire. Ça, c'est la mécanique là, de base qui s'applique. Après ça, dans le règlement sur les habitats fauniques, on définit c'est quoi un habitat faunique. Fait qu'il faut regarder, on a besoin du règlement sur les habitats fauniques pour appliquer donc 128.6. On définit également dans le règlement certaines activités qui sont exemptées. Donc, je pourrais faire une activité qui, à la base, modifierait un des éléments de l'habitat. Mais puisque mon activité, elle est listée dans le règlement, j'ai le droit de la faire, c'est une exclusion. Je ne suis pas obligée d'aller demander un permis. Okay? Donc, je bénéficie d'une exclusion réglementaire. Donc, en résumé, là, c'est à ça qu'il sert, le règlement sur les habitats fauniques. Il sert à définir les habitats, puis il sert à prévoir des exceptions de certaines activités que j'ai le droit d'exercer sans avoir besoin d'aller me chercher un permis. On retrouve, entre autres, parmi les habitats fauniques définis dans le règlement, les habitats fauniques des espèces menacées et vulnérables. C'est un des habitats qui est défini. Donc, quelques faiblesses qui ont été relevées du règlement actuel. En fait, la grande faiblesse, c'est que présentement, les habitats fauniques peuvent être définis uniquement en terre publique. Puis là, il faut faire la différence entre un habitat faunique au sens légal et un habitat faunique au sens biologique. Donc, lorsque le MFFP décide de désigner des habitats fauniques, eux vont se poser la question, c'est quoi l'habitat faunique biologique? Hein, fait que j'ai ma tortue des bois elle a besoin de tel espace, là, ils vont tracer sur la carte, c'est à peu près ça son habitat. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de leur tracé, ça peut arriver qu'on ait un mélange de terre publique et de terre privée. Et la protection, donc l'interdiction de 128.6, ne va s'appliquer que sur une partie de l'habitat biologique qu'on a identifié. Donc, ma protection légale ne va s'appliquer qu'en terre publique. Pourtant, ma tortue, quand elle traverse la ligne imaginaire entre la terre publique et la terre privée, c'est la même tortue, c'est le même habitat, mais tout d'un coup, légalement parlant, on a une chute dans la protection. 128.6 ne s'applique plus. On n'est plus obligé d'aller chercher une autorisation pour faire notre intervention. Donc, c'est problématique et je suis certaine que pas mal tout le monde ici est familier avec le cas de la rainette faux-grillon à la prairie. C'est une problématique comme ça qui s'était produite. C'est qu'on avait présence d'une espèce menacée vulnérable, mais on était en terre privée. Donc, le ministère Forêt, Faune et Parc ne pouvait pas demander qu'une autorisation soit rendue, soit délivrée pour intervenir sur ce milieu-là. Donc, malgré le fait que l'espèce était présente, le cadre juridique applicable faisait en sorte qu'on ne pouvait pas assujettir les travaux à l'autorisation en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Excusez-moi. Oui. Est-ce que les détenteurs de baux sur terre publique sont assujettis à la loi? Oui, parce que ça demeure une terre publique. On y va vraiment avec la tenure des terres. OK. Alors, même si je suis détenteur d'un bail de chasse, je vais être assujetti à... Bien, s'il y a un habitat faunique qui est légalement désigné chez vous, ce n'est pas toutes les terres publiques. Encore faut-il que l'habitat faunique ait été désigné, ce qui est un processus là, cartographique sur un plan publié dans la Gazette. Il faut remplir toutes les conditions. Mais oui, si la tenure des terres est publique et qu'un habitat faunique est légalement désigné chez vous, l'interdiction de 128.6 va être applicable à ce moment-là. Savons-nous si historiquement cette chose-là, elle faisait partie de la loi initiale ou si ça a été modifié en cours de route? C'est une bonne question. Il faudrait que je regarde l'historique de l'article. En fait, dans la loi sur la conservation, la mise en valeur de la faune, la distinction n'est pas faite. On ne précise pas public ou privé. C'est uniquement dans le règlement, lorsqu'on définit les différents habitats fauniques, que là, on dit situé en terre publique. Donc, d'après moi, c'est au moment où ils ont adopté le règlement. Vous savez qu'il y a toujours des périodes de consultation publique et là, les différents groupes intéressés vont faire différentes représentations.
Ça, là, c'est mon guess. Okay? Ne me citez pas là-dessus. Il y a probablement des groupes intéressés qui, à ce moment-là, ont dit, ben là, vous pouvez quand même pas désigner en terre privée. Fait qu'au moment de l'adoption du règlement, ça serait mon scénario probable, mais on pourrait effectivement vérifier l'historique de l'article pour voir s'il y a une version antérieure où ça aurait été mentionné autrement. Je vais prendre une note. Faire une suggestion, Oui. de reformuler les questions micro parce qu'on entend mal. Ah oui, avec plaisir. Oui, avec plaisir. La question qui vient tout juste de m'être posée, c'était de savoir est-ce que ça a toujours été le cas que les habitats fauniques pouvaient uniquement être désignés en terre publique ou c'est quelque chose qui a changé avec le temps? Donc, c'est une information, effectivement, que je pourrais vérifier. Antériorité, article. Et on m'avait également demandé si, par exemple, quelqu'un bénéficie d'un bail en terre publique, est-ce qu'ils sont assujettis à l'interdiction de 128.6. Les questions avant ça, là, je ne pourrais pas toutes vous les répéter, mais avec plaisir, je vais répéter les questions. Oui, et vous ensuite? Il n'y a pas un autre article, un autre règlement dans cet article de projet 128, quelque chose qui disait, même en terre privée, que nul ne peut tuer, mutiler Oui. une espèce sauvage qui aurait pu être utilisée à la prairie et ou ailleurs, mais que le gouvernement a encore répété de l'avant devant les tribunaux pour réguler cette... Non, cet article-là existe et il est applicable. Il y a un article, effectivement, qui s'applique, que ce soit en terre privée ou en terre publique, qui interdit de tuer, mutiler une espèce. Le problème avec cet article-là, c'est qu'il ne protège pas l'habitat. Donc, si moi, je détruis l'habitat d'une espèce, mais qu'avant, j'ai fait psh, psh, allez-vous-en les tortues, mais qu'après ça, je détruis l'habitat, ben la tortue n'est pas plus avancée, puis je suis à l'intérieur du cadre légal, parce que je n'ai pas tué ou mutilé l'individu. Mais cet article-là ne protège pas l'habitat. Pour que l'habitat soit protégé, il faut vraiment qu'on passe par 128.6, qu'on ait désigné l'habitat légal, et là, on arrive avec notre fameux problème de terre publique et terre privée. Là où on est allé plus loin à la prairie, puis je ne sais pas si c'est la suite logique de votre question, c'est que puis le but n'était pas de faire un exposé sur le cas de la prairie, qui est par ailleurs très intéressant, mais la rainette faux-grillon est également protégée au fédéral. Et dans la loi sur les espèces en péril fédérale, il y a un article qui dit que si la protection qui est accordée à l'espèce de manière provinciale n'est pas suffisante, le fédéral pourra à ce moment-là intervenir. Là, je résume beaucoup, là. Mais ce qui a été à la source de cette affaire-là, c'est que des groupes ont demandé au fédéral d'utiliser ce pouvoir d'exception-là pour intervenir en terre privée provinciale, ce qui n'avait jamais été vu. Le fédéral, normalement, ne peut intervenir que sur ses terres à lui. Donc, on a demandé exceptionnellement au fédéral de se mettre les pieds dans les affaires provinciales, ce qui est exceptionnel, en alléguant le fait que la protection provinciale n'était pas suffisante. Je ne vais pas pousser trop loin. Allez-y. Mais quand on diminue de publicité ou Oui. une espèce sauvage, quand on a les points localisés d'une espèce qui vaut à peu près 30 mètres par année, comme la rainette, on peut très bien assumer en loi, j'imagine, pour le dire, Oui. qu'on tue ou on mutile malgré le fait qu'elle est petite, que le besoin est très haut. Un agent de la faune n'aurait quand même pas très de difficulté à trouver le gros effet, il me semble. Oui, vous avez raison, logiquement. La question, monsieur, c'est de dire, oui, mais si on débarque avec le bulldozer dans l'habitat de la rainette, c'est pas mal sûr qu'on va en tuer et en mutiler. La différence, c'est que les deux articles dont on parle ici, donc l'interdiction de tuer, de mutiler, puis l'interdiction de faire une activité dans l'habitat, ont deux mécaniques juridiques différentes. Dans le cas de l'habitat, l'action qu'on s'apprête à faire, donc l'activité qui va modifier un élément physique et chimique, est assujettie à une autorisation. Donc, on a un contrôle plus facile sur l'activité parce qu'on dit, si vous voulez modifier l'habitat, vous devez d'abord demander votre autorisation et là, on va être capable d'encadrer l'activité à l'intérieur de l'autorisation qui va être délivrée. Ce qui nous donne un peu plus de contrôle sur ce qui se passe. L'interdiction de tuer, de mutiler, de tata, c'est pas assujetti à une autorisation. C'est pas demandez-nous d'abord l'autorisation avant de tuer. C'est juste une interdiction. Donc, la seule emprise légale, juridique qu'on a là-dessus, ce n'est pas dans la délivrance d'une autorisation, c'est dans, éventuellement, une poursuite pénale qu'on pourrait intenter contre la personne qui n'a pas respecté. Fait que vous voyez que le contrôle est beaucoup plus éloigné de l'action. Plutôt que d'encadrer l'action par la délivrance d'une autorisation,
C'est comme si on disait, ben, faites-le pas, puis si vous le faites, puis qu'on vous prend, on va vous poursuivre, puis là, vous connaissez les délais du système judiciaire. Là. 2 ans plus tard, vous allez être poursuivi. Puis, fait que l'article est applicable. Puis ce que vous dites n'est pas illogique du tout, de dire, bon, on peut présumer que l'espèce a été tuée ou mutilée, mais ça implique une poursuite pénale. Et les ministères ayant les ressources limitées qu'on leur connaît, ils ne peuvent pas entreprendre des poursuites pénales pour toute petite infraction à la loi. Donc, l'application de cet article-là est beaucoup moins efficace, beaucoup moins répandue. Ça va? Oui? J'imagine donc pour une espèce, on peut bien connaître son habitat, puis avoir cartographié, par exemple, 10 polygones d'habitat, mais il y en aurait seulement 3 qui seraient légalement désignés dans la loi du règlement. Ça ne pas seulement sur ce sous-ensemble. Oui, tout à fait. Donc, monsieur résume bien la faiblesse actuelle du régime, c'est de dire on peut avoir cartographié dans le détail les habitats que, d'un point de vue biologique, sont essentiels à la protection de l'espèce, mais sur les 10 habitats qu'on aurait cartographiés, il y en a peut-être juste 2 qu'on va être capable de protéger efficacement par la loi parce que ce sont ceux qui se retrouvent en terre publique. Donc, c'est une faiblesse, c'est quelque chose qui a été noté à plusieurs reprises. Ce que ça a, bien sûr, ça a comme conséquence d'affaiblir la protection des espèces, c'est une conséquence évidente, mais ça a aussi comme conséquence de créer une inéquité entre les différents propriétaires. Sur le schéma ici, la question de tenure privée ou publique des terres s'applique également dans les cours d'eau. Là, il y a des règles là, compliquées là, qui viennent du droit seigneurial, là, qui dit qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public, là, ça a rapport avec la largeur, la profondeur, etc. On n'entrera pas là-dedans aujourd'hui, mais sachez qu'un cours d'eau peut être en partie public, en partie privé. Donc, imaginez-vous que vous êtes un poisson, puis vous vous promenez, bien, il y a des endroits, l'habitat du poisson étant un habitat faunique désigné en vertu du règlement. Donc, mon habitat du poisson, il peut être public, il peut être privé. Il est protégé au public, il n'est pas protégé au privé. Vous êtes un propriétaire riverain. Si ça s'adonne que la rive sur laquelle vous habitez, c'est un cours d'eau public, il y a des activités que vous ne pouvez pas faire dans votre cours d'eau versus votre voisin, que lui, c'est privé, bien, il peut le faire. Parce que là, l'habitat du poisson, il n'est pas protégé de la même façon. Fait qu'il y a aussi une espèce de 2 poids, 2 mesures qui n'est pas du tout justifiée dans l'application des règles, puis qui, du point de vue des individus, des citoyens, là, peut engendrer des situations d'inéquité. Puis bien sûr, ça fait une protection morcelée de la biodiversité, ça va de soi. Donc, quelles sont les solutions envisagées dans une éventuelle modification du règlement? C'est de permettre, donc de modifier le texte du règlement pour permettre la désignation d'habitat faunique en terre privée. Mais là, le ministère est conscient que ça fait peur, ça, parce qu'il y a plusieurs propriétaires terriens qui vont dire « Moi, j'ai de la rainette chez nous, je ne pourrais plus rien faire, puis là, vous paniquez. » Donc, on y va tranquillement. Okay? On ne va pas permettre la désignation de tous les habitats fauniques. Le cerf de Virginie, le rat musqué, à un moment donné, ça en ferait beaucoup. Donc, on a ciblé, le ministère souhaite cibler les habitats prioritaires, donc les habitats des espèces menacées et vulnérables, puisqu'elles ont un statut, une précarité plus importante, et les habitats du poisson. Les habitats du poisson représentent à eux seuls 98% des demandes d'autorisation que le ministère reçoit. Donc, en englobant ceux-là, on englobe la très grande majorité des cas. Puis les habitats des espèces menacées vulnérables, là, étant donné la précarité de l'espèce. On veut également, puis là, on va faire une espèce de compromis. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que dans le règlement, on désigne les habitats fauniques, mais on désigne aussi des activités qui sont des exceptions. Donc, on va, oui, étendre la surface possible des habitats, mais on va ajouter des nouvelles exceptions possibles dans le règlement. On va dire, par exemple, un milieu là, qui est très inquiet de ces changements-là qui sont annoncés, c'est le milieu agricole, présentement. Qui se dit, moi, je suis agriculteur, j'ai plus beaucoup de terre, je sais que j'ai de la tortue, j'ai de la couleuvre, j'ai quelque chose, je vais peut-être encore capable de cultiver ma terre ou je vais être obligé d'arrêter de cultiver ma terre. Donc, il y a des concessions, des compromis qui vont être faits. On va prévoir certains types d'activités à plus faible impact. On va les mettre dans le règlement en disant, ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer à faire cette activité-là, pourvu que vous respectez les conditions X et Y. On prévoit aussi actualiser la description de certains habitats fauniques là, qui n'est plus tout à fait à jour et ajouter des nouveaux types d'habitats fauniques. Mais c'est sûr que le gros morceau, dans les modifications envisagées, c'est la possibilité de désigner en terre privée.
C'est quoi le calendrier qui est envisagé dans les projets? Je vous en informe pour que dans l'éventualité où vos organismes soient intéressés à commenter, à participer à la consultation pour que vous puissiez voir venir un peu. Donc, le plan original, c'était en 2016 de présenter les orientations du projet et d'identifier les enjeux spécifiques aux clientèles. Je disais par exemple la clientèle agricole. Il y a déjà un petit retard qui est accusé parce que vous voyez, nous, les séances d'information auxquelles on a participé, ça a été début 2017. Donc, on décale un petit peu. Ensuite, au courant de l'année 2017, analyse et intégration des commentaires reçus pour préparer le projet de règlement. Et ce qui est envisagé présentement, c'est sûr que là, la grève des juristes de l'État retarde un petit peu, mais ce qui est envisagé, ce serait une publication du projet de règlement début 2018. Je vous reviens tout de suite. Tout projet de règlement est accompagné d'une période de consultation publique de 45 jours, durant laquelle des mémoires peuvent être déposées, des commentaires peuvent être faits. Donc, si vous envisagez de contribuer au débat, c'est une fenêtre durant laquelle la participation est possible. Oui? La question est à savoir si c'est encore envisagé de conserver un régime d'autorisation ou est-ce qu'on envisage qu'il n'y ait pas de permis possible. D'après les informations qui nous ont été communiquées, les permis vont rester. La structure du régime serait la même, c'est-à-dire qu'on a l'interdiction générale. Règle générale, on a besoin d'une autorisation pour faire l'activité, mais cette règle générale-là est assortie d'exceptions dans le règlement. Donc, certaines activités sont exemptées. Ce qu'on nous a indiqué, c'est la même logique qui va être conservée. Donc, des demandes d'autorisation et des activités précisées dans le règlement pour lesquelles l'autorisation n'est pas requise. Ceci va également faire partie, puis tu sais, si je peux vous, mettons, si vous vous demandez, bon, de quelle façon on peut nous commencer à se préparer pour une consultation éventuelle, je pense qu'une réflexion qui peut être entreprise, c'est de commencer à réfléchir sur quelles sont les activités qu'on juge à faible impact ou à impact modéré ou à impact majeur, puis comment on peut catégoriser quelles activités devraient demeurer assujetties à une autorisation versus est-ce que vous êtes capable de voir avec votre connaissance du milieu certaines activités qui, même si elles sont exercées dans un habitat faunique, les impacts sont suffisamment mineurs pour dire bon, on pourrait l'encadrer par règlement, on pourrait prévoir des modalités dans le règlement, mais ce ne serait pas nécessaire de demander une autorisation chaque fois. Je pense par exemple, présentement dans le règlement sur les habitats fauniques, il y a déjà des activités telles que l'entretien de la végétation dans une héronière, par exemple. Puis là, on dit, c'est possible, mais ne le faites pas entre telle date et telle date, et pas plus court que ça, le gazon. Ça fait qu'il y a moyen d'encadrer aussi. Donc, c'est une réflexion que ça, on peut déjà commencer à entamer, puis se dire qu'est-ce qui serait jugé un risque contrôlable versus non. J'avais vu une main se lever. Oui, et vous ensuite? Dans la réglementation aussi, il parle de retravailler tout le processus de compensation. Ça, je pense que c'est intéressant que les gens le sachent. La compensation, c'est deux choses. D'être capable de bien évaluer la portée du dommage. Comme ça, vous pouvez devenir des contributeurs. Et une fois que le dommage est établi, il y a une compensation, soit en qualité équivalent ou en argent, ça peut devenir aussi des outils pour vous autres pour aller chercher notamment des fonds pour travailler là-dedans. Monsieur fait remarquer qu'il y a également une discussion, une réflexion qui est en cours sur la notion de compensation pour la destruction d'habitats fauniques. Effectivement, la compensation, c'est un gros dossier. On a entendu beaucoup parler dans le contexte des milieux humides. Il y a la loi qui s'en vient, là, qui sont censés nous sortir un projet de loi avant le 24 avril. On va voir qu'est-ce que ça... Autre sujet complètement. Mais oui, la question de la compensation se pose aussi pour la destruction d'habitats fauniques. Le secteur faune applique des politiques à ce sujet-là depuis déjà un petit moment, puis leurs politiques ont avantage, s'ils ne veulent pas se retrouver dans le même pépin juridique que le ministère de l'Environnement avec les milieux humides, il faut eux aussi qu'ils formalisent leurs procédures. Donc, effectivement, il y a des discussions qui vont avoir lieu à ce sujet-là. Monsieur à côté. Oui, on vous a dit, étant donné qu'on est comme dans une flou juridique, totalement, le gouvernement fédéral est intervenu, le gouvernement provincial, les lois sont insuffisantes, si on veut. Est-ce qu'on fait ça un petit peu plus? Est-ce qu'on vous a dit entre-temps, parce que c'est une période critique, les municipalités vont tous faire leur plan de conservation et leur plan d'urbanisme. Est-ce qu'on vous a dit qui doit s'occuper du cas particulier de la raie de Dieu et d'autres espèces aussi, étant donné qu'on est en plein flou juridique?
fédéral, ne doit pas intervenir, le gouvernement provincial, les lois sont assez fortes. On est dans une zone qui est vraiment extrêmement dangereuse présentement. Là, je parle de la RNEF, mais après, oui. Bien, le jugement de la Cour fédérale se prononçait sur un cas particulier qui était le cas de la rainette à la prairie. Donc, ils n'ont pas dit que toute protection partout est insuffisante. Ils se sont prononcés sur ce cas-là. Je ne suis pas certaine de bien comprendre votre question quand vous dites qui sera responsable dans... Je comprends ce que vous dites, l'espèce de vide, là, on attend la nouvelle réglementation. Donc là, pour l'instant, on sait qu'il y a des faiblesses, mais vous demandez qui est responsable de s'assurer, dans le fond, que la protection soit adéquate. La Fonds du Québec nous dit qu'on attend le règlement. Oui. On ne peut pas agir plus qu'on agit présentement. Ce qu'on appelle les nouveaux Canadiens, c'est très, très risqué. Le décret a été limité à la mairie, on s'entend là-dessus. Il y a d'autres populations qui sont extrêmement à risque présentement. Donc, il n'y a pas de mesure intérimaire d'urgence en TDE. Non. Légalement parlant, il n'y a pas de mesures intérimaires qui ont été mises en place. On sait que toutes les municipalités en parlent. On sait parce que dès qu'on dit le Mont-Bénet, ça fait très peur. Nous, ça les arrange. Mais il n'y a pas de juridiction, ni fédérale, ni provinciale, ni non, on a constaté, le cas de la prairie est venu mettre en lumière une faiblesse qui était existante dans le régime. Ce n'était pas nouveau, c'était existant. C'est juste que là, on a mis le spot dessus. On a constaté ça. Le ministère travaille à corriger, légalement parlant, à renforcer le système. Mais entre-temps, non, il n'y a pas de mesure intérimaire. Et l'inquiétude que vous témoignez, dont vous parlez, des municipalités, des propriétaires, elle est réelle, elle est tangible. Je pense qu'un travail que les organismes de conservation peuvent faire dans l'intérimaire, c'est justement de tenter, je suis certaine que vous le faites déjà, mais de tenter d'apaiser un peu ces inquiétudes-là, parce que quand va venir le temps du projet de règlement puis des commentaires, ça serait le fun qu'il y ait une espèce de compréhension commune, puis qu'il n'y ait pas une espèce d'effet de panique où là, tout le monde commente à fond la caisse en disant c'est inadmissible, on ne veut aucun règlement, aucun habitat faunique en terre privée. Donc, il y a peut-être un petit travail de discussion avec les intervenants, avec les collaborateurs. Si vous avez des contacts avec le milieu agricole, engagez la conversation avec eux, voyez où sont les inquiétudes, de quelle façon ces inquiétudes-là peuvent être tenues en compte. Je pense que tout ça va contribuer à ce que la solution soit plus harmonieuse. On parle ici aussi souvent de certificat d'autorisation qui date de très longtemps. Ça, c'est très problématique. On a juste un cas de la RNEF dans plusieurs reprises. Le certificat d'autorisation date de 2008-2009. Puis là, on est pris avec ça qui va arriver, les travaux qui vont arriver bientôt. Puis là, le gouvernement fédéral dit qu'on n'intervient pas, le gouvernement provincial dit qu'on n'intervient pas, il y a déjà des certificats d'autorisation de l'eau. Il y a une nouvelle loi qui dit qu'après un an, le certificat d'autorisation peut être vérifié sous des pratiques. Donc, ça devient extrêmement complexe. Il n'y a pas de mesure entre les deux pour dire, ben oui, il y a une mesure par rapport à la mesure pour protéger les éditeurs fournis. Oui, je suis d'accord. Oui, non, mais je comprends. Je pense que le mot complexe que vous utilisez est tout à fait très, très bien choisi. Effectivement, monsieur faisait référence, par exemple, à l'existence de vieux certificats d'autorisation qui ont été livrés il y a quelques années. Les travaux se font un peu plus tard. Il y a présence de RNEF. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a effectivement un article dans la loi sur la qualité de l'environnement qui dit que si un certificat d'autorisation n'a pas été utilisé dans un délai d'1 an, c'est possible de l'annuler. C'est pas automatique, mais c'est possible. Il y a différents outils qui existent à gauche, à droite, qui sont un peu éparpillés. Le temps disponible aujourd'hui ne me permet pas d'analyser en profondeur vos commentaires, mais m'amène sur ma conclusion. Contactez-nous. Contactez-nous si vous avez des questions, que ce soit pour traiter de cas particuliers. Si vous êtes face à une problématique, vous dites, c'est quoi mes outils juridiques? Est-ce que j'ai des poignes? On est 2 personnes au CQDE qui travaillons plus particulièrement sur les dossiers de conservation. Moi, je fais tout ce qui est le blabla, renseigner les gens, donc tout ce qui est non litigieux. Puis quand la chicane pogne, on a Marc Pichaille, qui est notre avocat en résidence, qui lui peut prendre les dossiers litigieux et là vous accompagner dans tout ça. Également, si dans le cadre de la réforme du règlement sur les habitats fauniques, vous désirez participer aux consultations publiques, publier un mémoire et vous aimeriez une forme d'accompagnement, le CQDE peut également vous accompagner dans ces démarches-là. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter. Je suis désolée d'avoir dépassé de quelques minutes le temps. Je suis disponible si vous voulez venir me voir pour des questions en privé par la suite ou trouvez-moi n'importe quand durant la fin de semaine. Merci beaucoup.
Prunelle Thibault-Bédard, merci